Salut à tous, épisode 2 avec les Sacramento Kings. On est donc sur la suite d'un épisode 1 que je vous avais proposé il y a quelques temps. Et cette équipe, on ne sait pas réellement ce qu'on peut attendre d'elle. On sait qu'on a un De'Aaron Fox qui sort de sa meilleure saison en carrière, on dirait il est encore jeune. Donc 2018-2019, extraordinaire. Il est bien évalué par NBA 2K. Il y a Buddy Hield aussi qui sort de sa meilleure saison en carrière, on peut le dire, parce qu'il est un tout petit peu plus ancien. Un tout petit peu. Draft 2016. Et puis évidemment, il y avait eu l'apport de Bagley, qui était vraiment le joueur. Bon, je rappelle quand même que Marvin Bagley a été drafté avant Luka Doncic, c'est-à-dire numéro 2 en 2018. Donc il va falloir qu'à un moment donné, ça se voit. Et puis on avait eu une poisse absolue en la blessure de Buddy Hield qui nous avait vraiment coupé totalement dans nos espoirs. Alors, tout n'est pas perdu, hein, ce qu'on va voir dans cet épisode. Rien n'est perdu, mais ça demande quand même du coup à Bogdanovic de prendre beaucoup de minutes. On est en déficit parce que je considère pas Yogi Ferrell comme un arrière, c'est plutôt un meneur pour moi. Corey Joseph, il peut éventuellement dépanner au poste 2, tout à fait, mais il manque de taille. Et du coup, notre seul vrai arrière, c'est Bogdanovic, en tout cas qui a le niveau pour jouer beaucoup de minutes. Et on s'était laissé au 23 décembre, donc après la blessure de Buddy Hield pour un bon moment, hein, pour un bon moment. Le jeu disait entre 2 et 4 mois, mais vous allez voir qu'il va pas revenir de suite. Et on comptait évidemment sur ce trio, ainsi que Harrison Barnes. Et évidemment, on attend aussi une production de la part de Dwayne Dedman. On attend aussi que Bjelica assume ses minutes en rentrant ses shoots, par exemple. Et voilà, c'est parti, c'est parti. J'avais commencé par simcaster un petit peu. Vous voyez, on perd face aux Timberwolves. Bon, est-ce que c'est vraiment illogique? On peut pas le dire, on peut pas le dire. Hein. Phoenix fait une bonne saison, donc on n'est pas là non plus surpris depuis qu'on a vu la NBA reprendre. Avant la saison, on aurait été un petit peu surpris. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose du côté des Suns. Euh, pour le moment, on est pile dans les clous à 50% à ce stade-là, à la toute fin décembre, malgré une série de défaites sur la semaine qui a précédé. Allez, on joue maintenant face aux Nuggets, encore une simu, et cette fois-ci une victoire. Waouh, battre les Nuggets, c'est quand même plutôt une perf pour les Kings privés de Buddy Hield. Et allez, je me suis dit, on va jouer un petit peu, on va jouer avec contre les Clippers. Alors évidemment, le défi est pas évident, hein, puisque jouer contre Kawhi, Paul George, alors qu'on n'a pas de joueurs réels à opposer à ces deux gars, c'est chaud, hein, parce que honnêtement, Harrison Barnes peut faire un semblant de défense par rapport à l'un des deux. Après, en mobilité, personne d'autre ne va pouvoir aller égaler un Paul George ou un Kawhi. Et puis, du coup, moi, je tente. En fait, je suis dans un esprit à essayer de rester sur ce qu'on peut connaître. Hein, des. Oh là là, trop facile. Trop facile au rebond. C'est trop facile. À la mi-temps, ça fait déjà un petit peu mal. Euh, Ce qui se passe, c'est que on se fait un petit peu trop embêter au rebond, selon moi. Et puis surtout, on n'arrive pas à opposer quelque chose, mais même à Pat Beverly. Hein. On voit en pénétration qui se régale, on a du RL qui, qui domine un peu trop. On n'a pas vraiment d'opposition à fournir, même si honnêtement, je fais tout ce que je peux. Mais voilà, hein, là, c'est pas trop possible. Alors, on essaie de se nourrir comme ça de petites rapines à droite à gauche pour rester encore un petit peu au contact. Voilà. Après, il y a des actions comme celle-ci avec le alley-oop de RL qui ne font pas un pli. Et puis surtout, on n'a pas vraiment de réussite au shoot. On a un Bogdanovic qui est un peu en travers sur ce match-là, faut quand même le dire. Il est en travers le Bogdan. Et du coup, voilà, ça va être le truc qui va nous empêcher de pouvoir mieux contester avec ici les stockades
de Pat Beverly laissé tout seul à 3 points. Et oui, il fallait essayer de surcharger sur George. Et du coup, forcément, ça s'est payé cash. Donc, mauvaise adresse au shoot. Donc, Bogdanovic un peu en perdition à 5 sur 24 à 3 points en extrapolé. Même Fox, qui s'y est essayé, n'a pas réussi à montrer un peu d'adresse. On avait vu un duo George Leonard qui avait été juste formidable. Voilà, très bien. Et donc une défaite. Après, elle est pas scandaleuse. Hein. Elle est pas scandaleuse. On est à l'équilibre. À la limite, tant qu'on en reste là. Alors qu'on voit que les 6 premiers, ça commencerait un petit peu à se dégager. Les abonnés absents au niveau de l'Ouest dans cette partie seraient plutôt Portland, qui est sans avoir vécu de blessures particulières, puisque CJ McCollum et Damian Lillard n'ont pas été blessés. Hassan Whiteside est là. On a sur les extérieurs les joueurs qu'on connaît. Ils n'ont pas été trop impactés. J'étais allé voir par les blessures et pourtant ils sont très bas dans l'Ouest. Ils sont même pas réellement à la lutte pour aller en playoff. Et à contrario, ce qu'on peut observer, c'est des Warriors qu'on vient de jouer à l'instant, qui eux par contre n'ont pas eu de blessure de Steph Curry, n'ont pas effectivement de problème. Hein, vous voyez, ils sont deuxième peinard derrière les Lakers là. C'est avec un gros bilan à 28-10. Bon, très bien. C'est une simulation. C'est là qu'on voit des différences, hein, je pense, selon les parties aussi. Mais les Warriors sont quand même bien chauds hein, dans NBA 2K20. C'est pas réellement l'équipe qu'on voit ces derniers temps, avec notamment un Pascal, avec Jordan Poole et compagnie. Je vous passe le nom de toutes ces stars interplanétaires. Voilà. Peut-être que certains le deviendront d'ailleurs, on verra. Donc dans la foulée, un petit match contre les Mavs. Voilà, on est sur une bonne série là. On est en train de passer dans le positif, donc c'est plutôt intéressant. Après, le Jazz, c'est peut-être un petit peu trop fort pour nous. Voilà, on n'a pas de joueurs annoncés dans les starting five ni même d'ailleurs dans les 12 de chaque conférence pour le All-Star Game. Il n'y a pas de quoi se choquer de ça, puisque celui qui serait peut-être le plus à même de prendre une place un jour, c'est De'Aaron Fox. Mais le problème, c'est qu'au niveau du backcourt à l'ouest, c'est surchargé. On pourra jamais enlever Steph Curry, sauf le jour où il partira à la retraite. On pourra jamais enlever James Harden. On aura du mal à enlever Russell Westbrook. Damian Lillard est absolument inamovible. Et puis après, vous avez des équipes qui vont performer plus ou moins selon les cas. Et dans cette partie, le Thunder d'OKC fait une bonne saison par rapport à tout ce qui a pu être son intersaison qu'on connaît. Plutôt une bonne saison du Thunder qui est pour l'instant placé dans les 8 pour les playoffs. Donc ça, c'est un petit enseignement. Là aussi, peut-être surprenant si on regarde ça avant le début de saison, et moins surprenant si on voit ce qu'est capable de proposer une équipe comme OKC. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut battre beaucoup de monde, OKC, même s'il n'y a plus Paul George et Russell Westbrook, ni même Jeremy Grant. C'est une équipe en fait qui est dangereuse pour beaucoup. Si elle reste dans un match, elle peut l'accrocher. Après, c'est sûr, elle peut aussi se faire décramponner, comme on a pu le voir, mais bon, voilà, donc difficile. Après, bon, perdre contre les Clippers et les Lakers, il n'y a pas de drame. Vous avez vu, ça, c'est les équipes qui seront alignées au All-Star Game qui suivra dans une grosse quinzaine de jours, voilà. Et on continue. Allez, on est un peu en difficulté à nouveau. Il y a eu une petite série de défaites là qui nous emmène dans le négatif. On est à 24-26 avant ce match contre le Heat de Miami. Victoire. Allez, on se rapproche des 50%. Dans la foulée, il y a les Spurs à jouer. Spurs, on n'a pas de blessure, faut toucher du bois.
on n'a pas de blessure depuis qu'on a perdu Buddy Hield. Vous me direz, c'est déjà pas mal hein, de perdre Buddy Hield pour une grosse partie de saison, mais on n'a pas de grosses blessures à déplorer, donc on est plutôt pas trop malheureux de ce côté-là. Par contre, on perd des matchs, hein. Mais contre Spurs, contre Bucks, oui. On perd contre des équipes qui sont des équipes de playoff. Je me décide à ce moment-là à refaire un petit peu ma rotation avant de jouer un match. Je vais jouer contre les Dallas Mavericks, que eux aussi sont une équipe qui sous-performe dans la partie par rapport à ce qu'on peut espérer d'eux, parce que c'est quand même une équipe ne manque pas de talent, Dallas Mavericks, même si elle est peut-être un petit peu juste au niveau du secteur intérieur avec Kleber, Marjanovic qui peut pas jouer non plus 30 minutes, avec Norman Powell qui, ok, est très actif dans la raquette, qui est quelqu'un d'assez athlétique, hein, mais qui par contre existe un petit peu plus difficilement à distance, hein, donc n'exerce pas une menace considérable. Tout repose vraiment sur le talent de Doncic et Porzingis, et ça se passe pas génialement bien pour eux dans cette partie. Ils sont vraiment en négatif. Vous avez pu voir le bilan juste avant. Je teste tout de suite si Bogdanovic est en confiance au niveau du shoot ou si ça s'avère difficile. Très jolie action ici. Doncic pour Norman Powell. Bon bah on essaye de se battre en défense, nous, hein. Et puis si on n'a pas l'adresse qu'on voudrait, ben, on va essayer d'aller chercher plutôt des solutions à l'intérieur. Voilà, joli contre ici sur Luka, signé Marvin Bagley. Bagley, il est en course à ce stade-là. Il est en course. On verra un petit peu ce que ça donne par la suite pour le, le MIP. Voilà, donc on sait que dans Touquet, c'est pas comme dans la réalité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est sophomore, c'est-à-dire dans sa deuxième année NBA, et qui pour autant peut postuler. Là, il y a un gros dunk de Fox en pénétration. Ouais, les sophomores peuvent participer à l'élection, en gros, du Most Improved Player, alors que on sait que dans la NBA, c'est beaucoup plus rare que le MIP soit un sophomore. Voilà. Donc, ceci mis à part, donc Bagley, je vous le dis à ce stade-là, dans la course au MIP, il est à un petit peu moins de 20 points, il est vers les 18 de moyenne environ à ce moment-là, et à une petite dizaine de rebonds, avec quelques stats complémentaires sur les interceptions, sur les contres qui sont pas non plus ridicules. Vous avez vu comment on se prend des boulevards en défense, là, ça me hérisse le poil. Là, enfin, Bogdanovic qui trouve de l'adresse. Allez, j'adore ce joueur. Je trouve ça regrettable. Après, à des moments, je pète un peu un plomb sur les alley-oops. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Faut quand même être honnête. Voyez, regardez. Pouah, là, là, rebond off de Doncic. On doit jamais laisser ça. Le box-out. J'en parlais dans d'autres vidéos. Le box-out, par pitié. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué surtout en Superstar. Quand vous jouez en niveau superstar, auquel il faut penser encore peut-être plus que dans d'autres niveaux de jeu inférieurs, All-Star, etc. Parce que si vous faites pas votre box-out, souvent le mec, même si vous avez l'avantage pour prendre le rebond, il va être en mesure de le prendre quand même à votre place. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, moi, quand je contrôle un joueur, je pense à bloquer l'intérieur le plus menaçant qui est dans les environs pour prendre le. Vous avez vu comme il est en travers au niveau du shoot. Bogdanovic, ça s'arrange pas. Donc le box-out, hein, vraiment essentiel si on veut maîtriser ses propres rebonds. Donc ok, je trouve ça plutôt sympa. Ça c'est un aspect du jeu qui est vraiment réaliste. Il faut faire cet effort-là, sinon on peut se faire arracher des rebonds. On perd une nouvelle fois face aux Clippers. Il n'y a pas à rougir de honte. On est à 27 et 29. On est donc aux portes des playoffs, mais quand même sans y être. Voilà. On a un orteil, mais pas plus. Il y a quelques victoires d'avance, notamment pour une équipe qu'on peut regarder, c'est le Thunder, puisque je regarde même plus les 6 premiers. Hein. Pour moi, Lakers, Rockets, Nuggets, Clippers, Spurs, et j'ai dû en oublier un, bah oui, forcément, les Warriors contre
contre lesquelles on vient de perdre sont des équipes que je ne regarde même pas tellement elles nous sont là totalement supérieures dans la partie. Vous avez vu un petit point statistique pour essayer de comprendre, parce que à ce stade-là, ça m'a un peu frustré de voir à quel point ça se passait pas génialement bien. Euh, je crois que j'ai peut-être trouvé un début de problème en regardant tout ça, mais ça mérite ensuite de se pencher sur des stats avancées. Je le ferai après le match face au Thunder. Donc on va tester l'hypothèse la suivante. J'ai l'impression, et donc c'est bien qu'on se teste face à cette équipe qui en plus est notre rivale, j'ai l'impression vraiment que au rebond, on a un problème. Malgré les 9 et quelques rebonds de Marvin Bagley, malgré la présence d'un Deadman qui a pourtant été recruté pour cela, malgré des minutes que je donne à Harry Giles, peut-être que je paye au prix fort le choix de ne donner aucune minute pendant une longue partie de l'année. À la fin, on lui donnera un peu de temps de jeu. À Richard Holmes, voilà. Alors qu'on voit la belle activité de Fox qui est capable aussi de déstabiliser Chris Paul. Donc bravo, bravo Fox. Et nos petites séquences de pick and roll, elles fonctionnent toujours. Hein. Toujours, hein. J'alterne en fait entre shoot extérieur, pick and roll et parfois système au poste pour essayer ensuite avec du mouvement de servir un joueur en mouvement, hein, justement, qui puisse faire un appel de balle intéressant, profitant d'un écran, des choses comme ça. Donc après, des fois, quand on est en fin de possession, comme ici, vous pouvez voir, voilà, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait de la peine, cette action. Elle est horrible, parce qu'en fait, Barnes était ouvert à 3 points, bon, et vous avez vu, boulevard, heureusement on récupère des trucs. Oui, celle d'avant était affreuse, parce que derrière, il y a cafouillage, et Nader se joue de nous, mais avec une facilité juste humiliante. On a du problème au rebond. On a vraiment des problèmes au rebond. C'est terrible. Euh, dans ce match-là, Adams, il nous roule dessus. Et là, c'est Gallinari qui se faufile à une vitesse folle. Regardez, encore du shoot qui rentre pas. Je rappelle que Bogdanovic il sera en fin de contrat là, hein, à l'été. Regardez, Chris Paul qui se balade dans la défense, c'est dur à encaisser tout ça. C'est difficile à vivre. Et puis là, c'est peut-être, regardez, Gallinari, il s'est moqué. Il a même pas voulu prendre le shoot à 3 points, mais ça revient quand même sur Steven Adams. Waouh! Oh la dureté du truc. 2 sur 15 à 3 points. Ça fait trop mal. Vous regardez la shooting chart, vous avez envie de pleurer. Domination au rebond de OKC, mais qui est juste phénoménal. Même Nader, il en prend 17 en extrapolé. On est en travers au niveau du shoot. C'était vraiment pas un bon moment. Hein. C'était un très très mauvais moment. Confirmé par la stat avancée, troisième pire offensive rating de la NBA en l'absence de Hield. C'est pas non plus la surprise de l'année, mais on est vraiment en difficulté. Par contre, c'est pas le meilleur offensive rating, c'est le meilleur defensive rating, le 7ème. Énorme, hein. 7ème meilleur defensive rating et 3ème pire. On est là, on est à l'inverse un peu de ce qu'on pouvait attendre. Pire équipe au rebond, on est 8ème, ce qui est, ce qui va dans le sens de ce que je vous disais. C'est que je sens qu'il y a un problème de ce côté-là. Il va falloir sûrement y remédier à l'été. Parce que vous avez vu, j'ai choisi de ne pas faire de trade. Hein. C'était volontaire, pas de trade. Je voulais voir ce que donnait cet effectif-là, même privé de Buddy Hield. Et puis en fait, il y a des fins de contrat à l'été. C'est Hield, j'évoquais aussi juste avant Bogdanovic. Et il y a des gens à qui il va rester un petit peu de contrat, du style une année plus une en option pour Dedmon, pour Corey Joseph. Si on doit nommer par exemple des vétérans qui étaient censés apporter quelque chose à cette équipe et dont le rendement là, très honnêtement, n'est pas suffisant. Je suis pas hypé du tout par ce que je vois sur le rendement d'un Dedmon, d'un Corey Joseph. Pour moi, Yogi Ferrell, c'est un joueur qui est évidemment intéressant dans l'absolu, mais qui dans le contexte là des Kings n'est pas super intéressant. Je vais vous dire pourquoi.
c'est mon humble avis, hein, on peut en débattre, on peut en discuter, mais Yogi Ferrell a un profil de meneur créateur, meneur scoreur, mais meneur pas assez athlétique pour exercer une défense qui soit convenable et surtout, compte tenu du fait que sur le terrain, on a en permanence, on a soit Buddy Hield s'il n'est pas blessé, soit Bogdanovic, qui sont tous les deux des défenseurs très très moyens, voire un tout petit peu mauvais. Et c'est pour ça que si vous avez un... Là, je me dis que je vais arrêter d'être sectaire, je vais donner des minutes à des gens à qui j'en donne pas parce que les choses sont quand même un peu mal engagées. Autant un peu essayer de remonter le moral de certains joueurs avant l'été. Donc, si j'ai un back court avec Ferrell et quelqu'un qui défend pas trop à côté, je sais que dans tout cas, je suis beaucoup plus sanctionné que dans la réalité où on pourrait peut-être se cacher. Parce que vous avez remarqué dans la manière de gérer les choses, alors si vous êtes manette en main, euh, il y a beaucoup de switch sur les écrans, et donc ça change très souvent de défenseur. Ferrell, c'est un handicap absolu pour ce qui est de défendre. Et déjà, on a d'autres handicaps, alors c'est pas la peine de rajouter celui-là. C'est pour ça que j'avais privé Ferrell de minutes. Et puis pour Richard Holmes, c'est parce qu'il me semblait être une dissuasion euh, insuffisante dans la raquette, même si c'est plutôt un bon rebondeur. Et c'est pour ça que j'avais privilégié d'autres solutions d'ici là. Mais là, vous voyez, on est au 21 mars. Il y a vraiment plus que le feu. On est à 32 et 37. On n'a toujours pas eu la chance d'avoir le retour de Buddy Hield qui aura, pour ainsi dire, raté la saison. Ou en tout cas, beaucoup proche des 2 tiers, voire au-delà des 2 tiers de saison. Donc c'est pas évident de jouer sans un de nos 3 meilleurs joueurs, j'ose le dire. En tout cas, au niveau du scoring, c'est un apport considérable. Et du coup, bah voilà, j'ai eu ce problème à résoudre à l'intérieur. Moi, j'avais envie de donner des minutes à Giles aussi, c'est pour ça. Je voulais faire confiance à Deadman. Puis là, en cette fin de saison, je fais un peu volte-face. Je limite les minutes de Deadman qui m'a beaucoup déçu dans cette partie. Alors que j'aime beaucoup le joueur en plus. Je l'aime beaucoup et je trouve que c'est un joueur dans la réalité qui est intéressant d'Edmund. Mais il s'est pas non plus beaucoup bougé sur le début de saison des Kings, hein, soit dit en passant, c'est une petite parenthèse. Hein. Et il est plutôt sous-performant depuis il est arrivé à Sacramento. Ok, allez, Buddy Hield est enfin là. On est le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. On récupère Buddy Hield. Du coup, au début, je lui file un nombre de minutes raisonnable. Allez, c'est à la mode de parler de load management. Hein, donc on va se calmer. Je vais pas me prendre pour un autre, mais j'entends tout le monde qui utilise ce mot. Tout le monde se sent, c'est marrant. Tous les gens qui parlent de NBA, ils se sentent intelligents dès lors qu'ils ont prononcé le mot load management. Ça me fait beaucoup rigoler, que ce soit à la télé ou sur les réseaux ou etc. Ou même sur des gens que je regarde assez volontiers comme la First Team ou Trash Talk. Ils ont ce mot load management qui revient dans toutes les phrases. Et puis voilà, le seul qui résiste et j'ai remarqué que quand il parlait de load management, il se marrait en fait. Ça m'étonne pas beaucoup, c'est notre ami Blight. Et Blight, oui, bah ça m'étonne pas beaucoup parce que Blight, c'est quand même, pour moi, ça restera toujours la référence, le mec qui a que des choses intéressantes à dire sur la NBA. C'est voilà, c'est Blight, c'est tout, il y en a qu'un seul. Faut pas tourner. Vous avez vu la sauce qu'on prend par rapport aux Lakers, mais c'est horrible, on prend 140 points alors qu'on est dans nos dernières chances d'aller batailler pour les playoffs. Donc, on a bien compris que ça va être compliqué. C'est plus que compliqué d'ailleurs à 36-41, alors que, par exemple, les Suns sont à 40-37, on a 4 matchs de retard, il en reste 5 à jouer. Je crois que la messe est dite. La messe est dite pour ces Kings à qui, finalement, il n'aura pas manqué non plus énormément, mais, bon, par rapport au 7e, 8e de l'Ouest, il aura quand même manqué 4-5 victoires. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. Regardez, en plus, on perd en fin de match contre les Timberwolves, alors qu'on menait, en fait, c'est énorme.
Donc Hild avait été de nouveau reblessé. Oh là là, à peine il était revenu. Et puis bon, bah voilà, je réduis un peu les temps de jeu là. Je mets 27 à. Pas plus de 27 minutes à mes titulaires, ou en tout cas à ceux que j'estime être les meilleures forces de l'équipe. Puisque bon, bah voilà, on a compris, on est à 36 et 43. Qu'on gagne ou qu'on perde, ce qui reste va avoir une influence quasi nulle. Puisque du coup, le choix de draft qui suivra sera, allez, une fin de loterie pick, on peut s'y attendre. Ça veut dire normalement un choix qui devrait être, mais il y a la loterie, hein, on sait pas, hein. Mais on pourrait aussi faire une Memphis Grizzlies, hein, et remonter à la deuxième place, ou alors comme les Lakers l'année passée, qui étaient en prévisionnel, ils étaient 10, je crois, quelque chose comme ça, 10e, et qui finissent quand même avec un 4e choix. Donc Steph Curry, MVP, Zion, Rookie of the Year, logique. Dennis Schroeder, 6e homme. Je crois que c'est pas la première fois dans les parties qu'on voit ça. Giannis Antetokounmpo, meilleur défenseur. Pas surprenant. Pas surprenant du tout. Et on a notre MIP, Marvin Bagley, et MIP de cette saison. Écoutez, je prends, même si je trouve pas que ce soit des masses méritées, mais bon, voilà, on va prendre. Et puis, au tableau des playoffs, brièvement, on le reverra par rapport à d'autres équipes que je veux vous montrer assez rapidement. Et puis, ce qu'il faut déjà là, c'est se projeter sur l'été. Hein. On gérera la question de l'été à l'épisode prochain, ok, mais on peut déjà voir deux, trois petites choses. Le rating défensif, il est mauvais, moyen mauvais, on va dire. La sécurisation du rebond défensif, c'est-à-dire donc quand on arrive à arracher un stop, elle est catastrophique, 27e sur 30. Donc ça c'est pour l'aspect défensif, on voit que le rebond pèse vraiment lourd aussi. Et en attaque, c'est la Bérésina. 28e offensive rating. Et en plus, on peut même pas dire qu'on ait énormément de deuxième chance, puisqu'au niveau des pourcentages de rebonds offensifs captés sur les rebonds disponibles, on est 26e. Donc une équipe qui quasiment statistiquement est en dessous de son classement là dans l'Ouest sur cette saison, un pace average. Bon, pas grand chose de plus à dire. Après, j'ai fait un peu de montage pour sélectionner des stats qui parlent. Et parce que sinon, elles sont pas regroupées au même endroit dans le jeu, c'est un peu pénible. Donc, il y a les stats brutes habituelles, les minutes, les matchs joués à droite, et le PER, avec aussi juste à gauche le pourcentage à 3 points. On peut ainsi voir que les axes de progression, il y a Fox à 3 points. Ok. Barnes sur son rendement global, notamment même au rebond, mais pas que, au niveau du scoring aussi. Bogdanovic, il faut quand même que cette adresse à 3 points remonte clairement, sinon c'est pas bon. Deadman sur son rendement global, ça ne va absolument pas. Il faudrait aussi avoir un meilleur backup meneur parce que Corey Joseph, le PER, n'indique pas une contribution phénoménale à l'équipe. Je vous ai épargné les plus-minus parce qu'ils étaient aussi assez parlants. Et puis, je mentionnerai aussi, peut-être donner un petit peu plus de ballon à Bayalitza pour qu'il y ait une contribution en termes de points qui soit un peu supérieure à celle-là. Voilà. Donc, voilà les axes. Rebond, efficacité défensive, adresse à 3 points. Je crois qu'on est en plein dans la NBA 2020. Je vous dis à plus pour la suite. Bye bye.